Je vais réussir à lire ce chapitre 9. Donc je suis rendue au chapitre 9. Donc je continue la perle. Le vent furieux qui soufflait rageusement les lapidait avec les branchettes, le sable et les petits cailloux du chemin. Juana et Quino drapèrent plus étroitement leurs vêtements, protégèrent plus soigneusement leur nez et s'enfoncèrent vers l'inconnu. Le vent avait balayé les nuages et les étoiles brillaient d'un éclat glacé dans le ciel noir. Le couple marchait précautionneusement en évitant le centre de la ville où un dormeur, installé sur un seuil, aurait pu les voir passer. Car la ville s'enfermait pour la nuit, et un passant nocturne était aisément remarqué. Quino fit son chemin le long des abords de l'agglomération, pris au nord selon les étoiles, et trouva la route sablonneuse et défoncée qui mène à Loreto, la ville de la Vierge miraculeuse, à travers le pays broussailleux. Sentant le vent chasser le sable dans ses chevilles, Quino en éprouva du soulagement, car il eut la certitude qu'ainsi il ne laisserait pas de piste derrière eux. La mince lueur des étoiles lui montrait l'étroit chemin en avant de lui, et dans son dos, il entendait le pas léger de Juana. Quino marchait vite, et sans bruit, et sa femme devait trotter pour le suivre. Un instinct ancestral s'éveilla en lui. À travers la frayeur du noir, sa peur des démons, qui hantent la nuit, perça tout à coup une vague de joie, une sorte de flair animal s'éveilla en lui, et le rendit prudent, avisé et redoutable. L'instinct ancestral, héritage de son peuple. L'instinct ancestral, héritage de son peuple, revivait dans sa chair. Il avait vent arrière et les étoiles le guidaient. Le vent hurlait et sifflait dans les taillis, et durant des heures, la famille poursuivit sa marche incessante et monotone. Ils ne rencontrèrent personne, ne virent personne. Finalement, la lune blafarde se leva sur leur droite, et à mesure qu'elle montait dans le ciel, le vent s'apaisait et la campagne devenait tranquille. Maintenant, ils voyaient distinctement devant eux la petite route encaissée et creusée d'ornières sablonneuses. Comme le vent était tombé, ils allaient laisser des empreintes, mais ils étaient déjà à bonne distance de la ville, et peut-être ne seraient-elles pas remarquées. Quino posa soigneusement les pieds dans les ornières, et Juana marcha dans ses pas. Quelques gros chariots, se rendant de bonne heure à la ville, les effaceraient sur son passage. Ils marchèrent toute la nuit, sans jamais ralentir l'allure. Un moment, Coyotito s'éveilla, alors Juana le fit passer sur sa poitrine et le calma jusqu'à ce qu'il se rendormît. Les maléfices de la nuit les entouraient. Les coyotes hurlaient et ricanaient dans les forêts, et les hiboux ululaient au-dessus de leurs têtes. Devant eux, un gros animal franchit la route en rampant et s'enfonçant dans les taillis, dans un fracas de branches cassées. Quino serra dans son poing le manche de son énorme couteau et en éprouva une réconfortante impression de sécurité. Alors, tandis qu'ils progressaient au bruit feutré de leurs sandales dans l'ornière sableuse, la musique de la perle s'éleva, triomphante aux oreilles de Quino, accompagnée en sourdine par la douce mélodie de la famille. Ils marchèrent toute la nuit, et quand vint l'aurore, Quino alla explorer le côté de la route pour y trouver un abri durant le jour. Non loin de là, il découvrit une clairière où les nerfs avaient dû gîter. Elle était dérobée au regard par l'épais rideau de buissons qui bordait le chemin. Lorsque Juana se fut assise pour donner le sein à l'enfant, Quino revint sur la route. Il cassa une branche et balaya soigneusement les empreintes qu'ils avaient faites en la quittant. Et alors, dans les premières lueurs de l'aube, il entendit le grincement d'une charrette. Il s'aplatit dans les buissons et regarda passer le lourd tombereau tiré par un bœuf pesant. Et quand il fut hors de vue, Quino retourna à la route, inspecta l'ornière et constata que leurs empreintes avaient disparu. Balayant encore une fois ses traces, il revint à Juana. Elle lui servit les moelleuses galettes de maïs qu'Apollonia leur avait préparées. Et peu après, elle dormit un petit moment. Mais Quino resta assis, sur le sol, et veilla, les yeux fixés à terre. Il observait une petite colonne de fourmis qui s'affairait tout près de son pied, et brusquement il leur barra le passage. Alors la petite colonne grimpa sur son pied et poursuivit sa route. Et Quino, gardant son pied immobile, les regarda l'escalader. Le soleil se leva, déjà brûlant, et il n'était plus à proximité du golfe à présent. Et l'air était si sec et si brûlant que les buissons craquaient sous l'effet de la chaleur, en dégageant une bonne odeur résineuse. Et lorsque Juana se réveilla, le soleil était déjà haut, et Quino la mit en garde contre certaines choses qu'elle connaissait depuis toujours. « Fais attention à cette espèce d'arbre, ici, dit-il en le désignant. N'y touche pas, car si tu y touches,
et qu'ensuite tu portes la main à tes yeux, tu deviendras aveugle. Et méfie-toi de l'arbre qui saigne. Tu vois, celui-là là-bas. Car si tu en casses une branche, son sang coule et cela porte malheur. Elle hocha la tête en souriant légèrement, car elle savait déjà toutes ces choses. « Est-ce qu'ils vont nous suivre ?» demanda-t-elle. « Crois-tu qu'ils essaieront de nous retrouver ?»« Ils essaieront sûrement, répondit Quinault. « Et celui qui nous retrouvera prendra la perle. Ils essaieront certainement. » Et Roina poursuivit. « Peut-être les acheteurs avaient-ils raison. La perle n'a peut-être pas de valeur. Peut-être tout cela n'était-il qu'une illusion. » Quinault fouilla dans ses vêtements et en sortit la perle. Il la fit miroiter au soleil jusqu'à ce que son éclat lui brûlât les yeux. « Non, dit-il, il n'aurait pas essayé de la voler si elle n'avait aucune valeur. »« Sais-tu qui t'a attaqué? Est-ce que c'étaient les acheteurs ?»« Je ne sais pas, répondit Quinault. Je n'ai pas pu les voir. » Il plongea les yeux dans la perle pour y retrouver sa vision. « Lorsque nous l'aurons finalement vendue, j'aurai un fusil, dit-il en regardant la surface étincelante pour y retrouver son arme. Mais il ne vit qu'un sombre cadavre effondré sur le sol et le sang luisant dégoulinant de sa gorge. Il dit vivement « Nous nous marierons dans une grande église. » Et dans la perle, il revit Roina, le visage meurtri se traînant dans la nuit vers la maison. « Notre fils doit apprendre à lire, lança-t-il d'une voix angoissée. Et alors, dans la perle, il vit le petit visage de Coyotito gonflé de fièvre par le médicament. Quinault rejeta la perle au fond de ses vêtements. La musique de la perle avait maintenant pris une note sinistre, à laquelle se mêlait intimement la musique du mal. Le soleil brûlant calcinait la terre. Le couple se fraya un chemin à l'ombre dentelée des buissons, faisant fuir sous leurs pas les petits oiseaux tapis dans les ombrages. Au gros de la chaleur, Quinault s'arrêta et, rabattant son chapeau sur ses yeux, il se couvrit le visage de sa couverture pour se garder des mouches et s'endormit. Mais Roina ne s'endormit pas. Assise sur une pierre, elle se tint tranquille, le visage impassible. Sa bouche était encore enflée, là où Quinault l'avait frappée, et les grosses mouches tournoyaient autour de la blessure de son menton. Mais elle se tint immobile, comme une sentinelle, et quand Coyotito s'éveilla, elle le posa sur le sol devant elle et le regarda agiter les bras et les jambes, lui sourire et gazouiller jusqu'à ce qu'elle aussi lui sourit. Elle ramassa une branchette et le chatouilla, puis lui fit boire à la gourde qu'elle transportait dans son paquet. Quinault s'agita dans son sommeil, cria quelque chose d'inintelligible d'une voix gutturale, et sa main esquissa le geste de combattre. Puis il gémit et se redressa soudain, les yeux agrandis, les narines palpitantes. Il tendit l'oreille, mais nul bruit ne lui parvint autre que le crépitement de la chaleur torride et le murmure du lointain. « Qu'y a-t-il » demanda Roina. « Chut, tu as dû rêver ?»« Peut-être. » Mais il était nerveux, et lorsqu'elle lui eut donné une galette, il s'arrêta de mâcher pour écouter. Il était mal à l'aise, inquiet. Il lançait des coups d'œil par-dessus son épaule, prenait son couteau et en tâtait le fil. Et lorsque Coyotito, couché sur le sol, se mit à gazouiller, il dit « Fais-le taire. »« Qu'y a-t-il » demanda Roina. « Je ne sais pas. » Il écouta encore une fois une flamme animale dans les yeux. Puis silencieusement il se leva, et à quatre pattes il rampa vers les buissons qui bordaient le chemin. Il ne descendit pas sur la route, mais se glissa sous le couvert d'un arbre épineux pour scruter dans la direction qu'ils avaient suivie. Et alors il les vit avancer. Son corps se figea. Il enfonça la tête dans ses épaules et se blottit pour regarder derrière une branche tombée. Dans le lointain, il distingua 3 silhouettes, 2 à pied et le 3e à cheval. Il devina instantanément qui ils étaient. Il pouvait voir que les 2 piétons avançaient lentement, penchés vers le sol. C'étaient 2 pisteurs, de ceux qui sont capables de suivre la trace d'un bélier sauvage parmi les montagnes rocailleuses. Ils avaient le flair d'un chien de chasse. Quelque part, Roina ou lui avait peut-être posé un pied hors de l'ornière des roues, et ces gens de l'intérieur savaient lire le message d'un fétu de paille brisé ou d'un petit tas de sable renversé. Derrière eux, un homme suivait, à cheval. Le nez enfoui dans sa couverture et en travers de sa selle, un fusil luisait dans le soleil. Quinault gisait aussi immobile qu'un tronc d'arbre. Il respirait à peine, et ses yeux sautèrent à l'endroit où il avait effacé les traces de leurs pas. Même ce balayage pouvait être un indice pour les pisteurs. Quinault connaissait bien les chasseurs des bois. Dans un pays où le gibier était rare,
et ils arrivaient quand même à subsister car leur flair était inouï. Et maintenant, c'était lui qui le chassait. Il flairait le sol, relevait un indice et l'auscultait pendant que le cavalier, impassible, attendait. Les chasseurs poussaient des petits gémissements comme des chiens frétillants lorsqu'ils sont sur la bonne piste. Lentement, Quinault sortit son grand couteau et l'ajusta dans sa main. Il savait ce qu'il devait faire. Si les pisteurs découvraient l'endroit balayé, il devrait sauter sur le cavalier, le tuer, vite, et prendre son fusil. C'était sa seule chance. Et pendant qu'il se rapprochait, du bout de ses orteils, Quinault creusa la terre sous ses sandales afin d'empêcher ses pieds de glisser quand il bondirait brusquement. Sous la branche tombée, son champ de vision était restreint. Là-bas, dans son refuge, Juana entendit soudain les sabots du cheval. Et au même moment, Coyotito recula. Elle le prit vivement dans ses bras, le recouvrit de son châle et lui donna le sein pour le faire taire. Lorsque les pisteurs approchèrent, Quinault ne put plus voir que leurs jambes et les pattes du cheval. Il aperçut les pieds noirs et calleux des hommes, leurs pantalons blancs élimés, et entendit le craquement de la selle et le cliquetis des éperons. Les pisteurs firent une pause devant l'espace balayé et l'étudièrent. Le cavalier s'arrêta près d'eux. Le cheval secoua la tête et le mors résonna contre sa langue, puis il hennit. Alors, les sombres pisteurs, se tournant vers elle, observèrent la bête et guettèrent ses orteils. Quinault ne respirait plus. Son dos tendu était douloureux. Les muscles de ses bras et de ses jambes bandés et une petite ligne de sueur perlait sur sa lèvre supérieure. Durant un long moment, les pisteurs se penchèrent sur la route, puis lentement, ils avancèrent, étudiant le sol devant eux, et le cavalier les suivit. Les pisteurs se jetèrent en avant, s'arrêtant et repartant vivement. Ils reviendraient. Quinault le savait bien. Ils allaient décrire un cercle, chercher, fouiner, ramper. Tôt ou tard, il reviendrait à sa piste cachée. Il se faufila en retour sans même se soucier de dissimuler son passage. C'était impossible. Il y avait déjà trop d'indices, trop de branches froissées, d'endroits piétinés, de pierres dérangées. Et une panique l'empoigna, la panique de la fuite. Les pisteurs retrouveraient sa trace, il en était sûr. La seule issue était la fuite. Il s'écarta de la route et revint vite, sans bruit, à la cachette de Juana. En le voyant arriver, elle fixa sur lui des yeux interrogateurs. « Les pisteurs !» dit-il. « Viens !» Et soudain, un sentiment d'impuissance et de désespérance tomba sur lui. Son visage s'assombrit et son regard s'attrista. « Peut-être ferais-je mieux de les laisser m'attraper » dit-il. Instantanément, Juana fut sur pied, la main sur le bras de son mari. « Tu as la perle » s'écria-t-elle d'une voix rauque. « Crois-tu qu'ils te ramèneront vivant pour dire qu'ils l'ont volée » La main de Quinault remonta mollement à l'endroit où la perle était cachée dans ses vêtements. « Ils la prendront, fit-il, d'une voix sans force. « Viens, dit-elle, viens. » Et comme il ne réagissait pas, « Crois-tu qu'ils me laisseront sauve ? Crois-tu qu'ils épargneront notre petit ?» Ces mots pénétrèrent le cerveau de Quinault comme un aiguillon. Ses lèvres se retroussèrent et ses yeux fulgurèrent de nouveau. « Viens, ordonna-t-il, nous prendrons la montagne. Peut-être pourrons-nous les perdre dans les montagnes. » Fébrilement, il rassembla les gourdes et les petits sacs qui composaient tous leurs biens. Quinault prit un paquet à la main gauche, mais le grand couteau se balançait librement dans sa main droite. Il écarta les buissons pour Juana, et ils prirent vivement à l'ouest en direction des hautes montagnes. À l'abri des broussailles enchevêtrées, ils avancèrent rapidement. C'était une fuite éperdue. Quinault ne tentait plus de dissimuler ses traces. Il trottait, heurtant les pierres, froissant les feuilles révélatrices des petits arbres. Le soleil haut tombait droit sur la terre sèche et craquante, et la végétation protestait sous les pas. Mais au loin s'érigeaient les monts de granit nus, jaillis de la rocaille de l'érosion et dressés comme des monolithes vers le ciel. Et Quinault courait vers le refuge des hauteurs, comme le font presque tous les animaux traqués. Ce pays desséché était tapissé de cactus et de plantes grasses qui peuvent emmagasiner l'eau, de broussailles dont les racines profondes vont chercher dans les entrailles de la terre le peu d'humidité qui leur est nécessaire. Sous le pied, il n'y avait plus de terre, mais des pierres cassées, brisées en petits cubes ou en dalles plates, jamais arrondies par les eaux. Des petites touffes d'herbes sèches et misérables avaient poussé entre les pierres, une herbe née d'une seule pluie, qui avait cru, lâché ses graines, puis s'était desséchée tout de suite. Les crapauds cornus regardèrent passer la famille, et faisant pivoter leur petite tête de dragon, la suivirent des yeux. De temps à autre, un énorme lapin de Garenne, attaché à la paix d'un ombrage,
allaient en sautillant se cacher derrière la roche voisine. La chaleur implacable s'appesantissait sur la campagne désertique et en avant, les montagnes semblaient fraîches et accueillantes. Kino fuyait. Il savait ce qui allait arriver. Un peu plus loin, sur la route, les pisteurs s'apercevraient qu'ils avaient perdu la trace, ils feraient demi-tour et grâce à quelques petits indices ou déductions, ne tarderaient pas à trouver l'endroit où Kino et Roana s'étaient reposés. De là, ce serait facile pour eux. Les petites pierres, les feuilles chiffonnées, les branches dérangées, les espaces piétinés où le pied avait dérapé. Kino les voyait en esprit se faufiler sur la piste, gloussant de plaisir, et derrière le cavalier au fusil. Son ouvrage viendrait en dernier, car il ne les ramènerait pas avec lui. Ah, la musique du mal chantait haut et fort maintenant dans la tête de Kino. Elle chantait avec des frémissements de la chaleur et le cliquetis sec des serpents à sonnette. Elle n'était plus ample et écrasante, mais insidieuse et empoisonnée, et les battements de son cœur scandaient son rythme et lui servaient d'accompagnement. Le chemin se mit à grimper, et les pierres devinrent de plus en plus grosses. Mais Kino avait déjà mis une petite distance entre les siens et les chasseurs. Alors, sur le plateau suivant, il se reposa. Il grimpa sur un gros monticule pour observer la campagne rutilante, mais ne put apercevoir aucun de ses ennemis, même pas le grand cavalier chevauchant dans les taillis. Roana s'accroupit à l'ombre du monticule. Elle approcha la bouteille d'eau des lèvres de Coyotito, et la petite langue sèche de l'enfant téta avidement. Lorsque Kino revint, elle leva les yeux sur lui et vit qu'il observait ses chevilles lacérées par les pierres et les broussailles. Alors elle les recouvrit vivement de sa jupe. Puis elle lui tendit la bouteille, mais il secoua négativement la tête. Les yeux de Roana brillaient dans son visage fatigué. Kino passa la langue sur ses lèvres desséchées. « Roana, dit-il, je vais continuer, et toi tu te cacheras. Je vais les entraîner dans la montagne, et lorsqu'ils seront passés, tu prendras au nord, vers Loreto ou Santa Rosalia. Alors, si je peux leur échapper, je viendrai te rejoindre. C'est le seul moyen sûr. » Elle le regarda droit dans les yeux, pendant un long moment. « Non, répondit-elle, nous te suivrons. »« Seul j'irai plus vite, objecta Kino rudement. Tu fais courir de plus grands dangers à notre petit en m'accompagnant. »« Non. » Il la regarda, cherchant un signe de défaillance, de peur ou d'hésitation sur son visage, mais ne les y trouva pas. Elle avait les yeux extraordinairement brillants. Il haussa les épaules dans un geste d'impuissance, mais il avait renouvelé sa force dans son regard lorsqu'ils repartirent. Leur marche n'était plus qu'une fuite panique. En s'élevant vers les montagnes, la campagne changeait rapidement d'aspect. Ils rencontraient maintenant de gros blocs de granit séparés entre eux par de profondes crevasses, et lorsqu'il le pouvait, Kino posait les pieds sur les rocs nus et durs et sautait d'un bord à un autre. Il savait que chaque fois que l'épisteur perdrait sa trace, il devrait tourner en rond, perdre du temps pour la retrouver. Aussi, ne piqua-t-il plus directement sur la montagne, il se déplaça en zigzag, et parfois, prenant au sud, il laissait un petit indice qui revenait dans la direction des montagnes en marchant sur les pierres nues. Le chemin était raide maintenant, et il haletait en grimpant. Le soleil descendait vers les cimes rocheuses et dentelées, et Kino se dirigea vers une crevasse sombre et ombreuse qui fendait la chaîne. S'il y avait un peu d'eau quelque part, ça devait être là, car même à cette distance, il devinait des feuillages. Et si quelque part il y avait un passage à travers la chaîne de roches lisses, ce devait être là, dans cette même crevasse profonde. Elle avait ses dangers, car les pisteurs y songeraient aussi, mais la bouteille d'eau vide ne permettait pas d'hésitation. Alors, sous le soleil couchant, Kino et Roana grimpèrent péniblement la pente raide vers le col. C'est un petit peu angoissant quand même. Donc cette fuite, oula. Et donc je continue après, là j'arrête la vidéo et je finis par le chapitre 10. Et c'est la fin.